Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de la soirée de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Nous allons parler ce soir du budget du Cameroun qui est arrêté à 4,234 milliards de francs CFA, un budget qui est en nette augmentation par rapport à l'exercice précédent. Nous parlons aussi ce soir, dans le cadre de cette soirée de l'information, de cette coalition que la France voudrait mettre en place pour éradiquer définitivement l'organisation de l'État islamique, avec bien évidemment ce marathon diplomatique engagé depuis ce matin par François Hollande qui a reçu David Cameron, le chef du gouvernement britannique. Demain, il sera du côté de Washington pour échanger avec Barack Obama. Nous parlerons donc de ce marathon diplomatique en faisant une réflexion du côté de la République centrafricaine où le pape François est donc attendu et surtout parler de ce scandale de l'Église catholique avec cette enquête menée par le Vatican qui a permis quand même de mettre la main sur 5 accusés qui seront dès demain devant la justice du Saint-Siège. Voilà donc pour le sommaire et pour en parler ce soir, Essamé Isaac, administrateur des collectivités territoriales et décentralisées. Bonsoir. Bonsoir Luc Roger, bonsoir aux copanélistes et à ceux qui nous regardent à la maison. Merci de m'avoir associé à ce programme. Elie Smith, un habitué des plateaux de Canal 2 Info. Bonsoir et bienvenue à la soirée de l'information. Bonsoir Louis Roger. Alors, on va commencer tout de suite par parler du budget du Cameroun qui a connu, on peut dire, une légère hausse, pratiquement 400 milliards de francs CFA, mais un budget que nous allons essayer de détailler pour comprendre véritablement. Alors déjà, pour vous qui êtes administrateur des collectivités décentralisées, Isaac et Samer, pour vous un budget, on dit sont des prévisions, mais des prévisions qui tiennent compte bien évidemment des sources palpables. Tout à fait. Lorsqu'on parle de budget, on parle de prévision. Mais dans la stratégie gouvernementale qui est souvent mise sur pied, le budget doit être réaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur des bases qui ne sont pas fondamentales pour élaborer un budget. Je pense que la légère augmentation que vous avez pu relever tout à l'heure participe notamment des projets qui se sont ajoutés dans le processus de développement de l'État camerounais. Voilà. Et alors, Elie Smith, dans ce budget, on parle des prévisions de recettes et les recettes pétrolières sont de l'ordre de 397 milliards de francs CFA, les recettes non pétrolières de 2 milliards 469 millions de francs CFA. Alors, cet argent qui n'était pas, il y a quelques années, inclus dans le budget de l'État du Cameroun, pourquoi aujourd'hui on observe d'année en année cette part importante des recettes pétrolières? Oui, tout simplement parce que maintenant les recettes pétrolières sont prises en compte. Auparavant, c'était quelque chose un peu reclus, c'était au moment du gouvernement Aïdjo, c'était sa chasse gardée. Donc il y a quand même eu une certaine transparence dans cela, mais ce n'est pas assez. Mais on commence à voir que le budget pétrolier, le pétrole commence à contribuer et même énormément dans le budget de l'État camerounais. Mais pour moi, en ce qui concerne ce budget, j'ai joué un peu à ce que Isaac a dit tout à l'heure. Un budget, c'est comme une spéculation, mais il faudra que ça ne doit pas être une spéculation boursière où on n'est pas très sûr. On fait un budget tout en tenant compte des entrées qui vont venir. Ça peut être à la hausse ou en deçà des expectations. Mais en ce qui concerne le budget camerounais, ma peur est qu'on risque de ne pas la réaliser. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays comment on dit, un revenu intermédiaire alors... Non, on n'est même pas un pays à revenu intermédiaire. Nous, on est un pays que notre production ou nos économies est basée sur l'économie mondiale. Nous produisons tellement les produits de matières premières, le cacao, le bois, le café et le pétrole. Et vu la conjoncture économique mondiale aujourd'hui, les prévisions qu'on met risquent d'être en deçà. Par exemple, sur le pétrole, je ne sais pas sur quel baril, combien de barils de pétrole ils ont spéculé. Si c'est sur 50 ou 40 $ le baril,
Je crois qu'il risque d'avoir une certaine déconvenue parce que je pense que dès ce matin, on a des spéculations selon laquelle le baril peut même descendre jusqu'à 20 $. Et si ça se fait, ça veut dire que voilà une partie amputée de spéculation budgétaire qu'on a fait. Si maintenant sur les produits de matières premières, parce que nous exportons, si on ne peut pas avoir une certaine amélioration sur le plan international, ça veut dire que tout ce que nous avions fait comme prévision risque d'être pris, on risque d'être déçu. Donc, l'autre façade où on peut engranger ce budget, ça serait sur les recettes, par exemple le port, d'autres sources de revenus, ou imposer ou augmenter les impôts sur les sociétés qui existent ou les individus. Voilà les aspects selon lesquels on peut faire. Donc pour moi, je trouve qu'un budget doit être un budget réaliste, non un budget politique ou spéculatif. Alors, lorsqu'on regarde ce budget, il y a des prêts pour des projets, vous avez parlé des projets structurants, des prêts de l'ordre de 500 milliards de francs CFA. On évoque ici des dons évalués à 52 milliards, des emprunts bancaires 250 milliards, des recettes de privatisation de 120 milliards de francs CFA. Mais cet argent, on ne voit pas l'argent de l'or, du diamant, de la bauxite, et pourtant le sous-sol camerounais est assez riche. Pourquoi cette omission? Peut-être pas une omission. Le sous-sol camerounais est très riche. Mais ce ne sont pas toutes les ressources qui sont en train d'être exploitées. Voilà, il y a une partie de ces ressources-là qu'on exploite. Et puis, ça rentre justement dans les lignes budgétaires. Mais si vous vous êtes rendu compte, par exemple, tout à l'heure, on a dit que le pétrole n'était pas compté dans le budget. Le pétrole a toujours été compté dans le budget. Le seul problème, c'était la transparence au niveau de ces lignes budgétaires-là qui pouvaient contenir ce pétrole-là. C'est la même chose également pour les autres ressources minières. Mais il faut ajouter que le diamant camerounais n'est pas encore exploité. De façon artisanale, c'est exploité. L'or de façon artisanale, on exploite bien l'or du Cameroun, ça se vend. Et on connaît bien évidemment les circuits que prennent souvent l'argent de cette exploitation. Le problème, c'est qu'il y a une rationalité au niveau de l'exploitation et des dépenses. Tant que ça ne suit pas le chemin qui est indiqué pour ce genre d'exploitation-là, ça serait très difficile d'en parler puisque ça peut fausser les chiffres. Il faut une clarté au niveau des organismes qui sont agréés pour exploiter. Il faut une transparence au niveau de la destination même des produits de ces ressources du sol et du sous-sol. Également, lorsqu'on regarde Eli Smith, ce budget de l'État du Cameroun, il y a quand même les recettes de privatisation qui s'élèvent à 120 milliards de francs CFA. Ça veut dire que l'État va encore brader certaines sociétés, certaines structures. Et pourtant, on parle d'émergence, on parle de la restructuration, on parle de la réorganisation de l'appareil gouvernemental, des institutions. Pourquoi à chaque fois il va toujours falloir privatiser des sociétés ou des structures de l'État? Je veux peut-être décevoir lui, Roger. Je suis très content si l'État veut privatiser parce que la plupart du temps, les sociétés dirigées par l'État, c'est les sociétés qui sont mal gérées. Un exemple, c'est Camtel. Camtel devait être une société un peu comme notre Orange ou France Télécom aujourd'hui, mais c'est très mal géré. Ils ne font pas des efforts. Donc je pense que l'État a bien fait pour engager cette ligne de privatisation. Quelqu'un qui partage une idée libérale comme moi, je pense qu'il faut avoir moins d'État et laisser les acteurs privés gérer. L'État doit être comme un organe de régulateur. Mais le problème dans la privatisation, c'est qu'il faut que cette privatisation doive être faite d'une manière transparente. On ne doit pas faire des privatisations comme on fait, on dit oui, mais il faut que ce soit transparent combien on évalue une société et les sociétés doivent être vendues. Normalement, on ne doit pas faire un peu à la Boris Yeltsin en Union soviétique, liquidant, en donnant ça aux amis pour créer des oligarques. Bon, quoique les oligarques, peut-être d'autres entre eux ont réussi, mais la majorité, on a vu,
ont bradé ces sociétés et aller habiter ailleurs. Donc voilà, la privatisation est une bonne chose. Je suis pour même une grande privatisation. Par exemple, l'aéroport de Douala, là, on peut la privatiser, donner ça à quelqu'un qui peut mieux le gérer. Même les routes qui sont mal faites aujourd'hui, on peut aussi privatiser les routes, avoir les péages pour que ces routes-là doivent être maintenues. Pour moi, privatisation, c'est une bonne chose. Alors, est-ce une bonne chose de privatiser pratiquement toutes nos sociétés? Et pourtant, il y a quand même cette petite notion de souveraineté qui devrait quand même gouverner certaines décisions. On ne peut pas tout privatiser. Bon, maintenant, il faut rappeler que la privatisation n'est pas la vente d'une société. En général, on transfère juste les modes de gestion du secteur privé dans le public. Et maintenant, avec l'entrée dans le capital des privés, on peut donc faciliter cela. Bon, mais on ne peut pas tout privatiser. On peut pas tout privatiser. Il y a le management public qui existe aussi. C'est-à-dire qu'on peut gérer les structures publiques avec des méthodes du secteur privé et même celles du secteur public. Seulement, il faut trouver des gens ayant la carrure, la compétence nécessaire pour le faire. Il faut déjà, au niveau de la base, avoir des textes cohérents. Il faut une organisation cohérente. Il faut une efficacité. Il faut un projet. Ce qui se passe très souvent, c'est que vous héritez d'une société, pour parler comme tout le monde, vous avez la charge de la guider, mais vous n'avez pas un plan d'action dès le départ. Et même quand vous avez un plan d'action, vous ne trouvez pas les ressources nécessaires. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mobiliser les ressources humaines, les ressources financières et matérielles. Or, si on regardait tout cela, qu'il s'agisse des nationaux ou même des étrangers, les sociétés devraient mieux gérer. Je pense que ce qu'il faut, c'est un casting dès le départ, c'est une stratégie au niveau de la gestion. Casting, stratégie au niveau de la gestion. On espère bien évidemment que l'État du Cameroun ne fera pas ce qu'il a souvent l'habitude de faire les autres entreprises comme AES Sonel, avec des changements de nom et des directeurs généraux qui malheureusement n'apportent pas grand-chose pour ce qui est de la satisfaction de la clientèle en matière de dessert de l'énergie. On a vu cela, c'est un cas même d'école. Alors, est-ce que l'État n'avait pas fait de bon casting? En termes de casting, bon, on peut dire que ce que l'État a désigné là était pour lui des personnes qui devraient gérer. Mais maintenant, au niveau de l'efficacité, est-ce que les résultats d'aujourd'hui montrent que ce sont ces personnes-là qui devraient gérer? Je ne le pense pas. Mais il faut aussi signaler autre chose. On peut même avoir la volonté de gérer, mais les conditions ne le permettent pas. Et là, il ne faut pas seulement accuser les dirigeants à ce niveau, les dirigeants de ces entreprises. Il faut voir les comportements que développent les clients eux-mêmes, les comportements que développent les bénéficiaires. Mais une fois de plus, je me dis, si il y a une stratégie cohérente dès le départ, un suivi, parce que, bon, malheureusement aussi, au Cameroun, il y a un problème de suivi. Parce que quand vous mettez un programme en action, il faut suivre, corriger, pouvoir adapter, ce qui permettrait d'atteindre des résultats. On parlait tout à l'heure du budget. Nous sommes déjà dans la logique du budget programme. Donc la question des ressources ne se pose plus. Puisque lorsque les projets sont définis, cela suppose qu'il y aura suffisamment des ressources pour les conduire. Et on sait que le problème qu'on relève actuellement, c'est celui de la sous-consommation. Il y a des moyens, mais des gens n'arrivent pas à consommer. Pourquoi n'arrivent-ils pas à consommer? C'est la question qu'il faut se poser. Et la question que je voudrais également vous poser à vous, c'est que l'État a quand même essayé de réduire son train de vie et ça nous permet d'avoir quand même une petite cagnotte de 200 milliards de francs CFA. Ce sont des efforts à apprécier ou alors il y a encore des efforts à fournir? C'est déjà un pas. Il faut toujours tenir, gagner un pas. Je pense qu'il y a encore des efforts, puisqu'il y a des projets de développement qu'il faudrait suivre dans tous les cas. Et
Et cela demande les moyens. Si chaque fois on peut épargner, si chaque fois on peut réduire le train de vie, le président de la République l'a souvent d'ailleurs signalé. Vraiment, le problème, on dit il faut faire ceci. Voilà comment il faudrait s'y prendre. Seulement dans l'opérationnalisation de tout cela, vous allez trouver quelques résistances qui sont parfois internes, parfois externes aussi. Donc, il y a un problème de volonté de tous, il y a un problème de prise de conscience. Alors, c'est en République sud-africaine que le gouvernement a pris conscience de réduire aussi le train de vie de l'État. Les fêtes de Noël et de Nouvel An vont pas se passer comme avant. Elie Smith, ça veut dire que quelque part, il y a quelques petits grincements dedans. Oui, pour la République sud-africaine, est-ce qu'ils avaient de choix? C'est quelque chose qui n'avait pas de choix parce que vous voyez que dans le premier moitié de cette année-là, premier trimestre de cette année, l'économie sud-africaine a eu une croissance de 1,1%. Et puis vous devez savoir que le problème de l'économie sud-africaine est qu'elle est étroitement liée à l'économie chinoise. Et quand l'économie chinoise, qui est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud et beaucoup de pays africains, a des problèmes, c'est tout un pan de l'économie du monde et de l'Afrique qui commence à souffrir. Et donc, je pense que c'était tout à fait normal. Mais le gouvernement sud-africain a une certaine contradiction entre elles-mêmes parce qu'il y a au sein de l'ANC aujourd'hui deux groupes de personnes ou deux groupes d'idées. Il y a ceux qui pensent que l'ANC doit suivre la ligne libérale laissée par Nelson Mandela. Il y a d'autres qui pensent que l'ANC doit tanguer vers le socialo-communisme. Mais si l'ANC opte pour le communisme, ça veut dire renationalisation, le danger est qu'elle va fuir beaucoup des investisseurs. Et parce que l'Afrique du Sud est aussi comme le Cameroun à quelques niveaux, il y a beaucoup des idées en place, mais ce qui empêche, c'est l'applicabilité. Je voudrais revenir quelque part sur quelque chose que vous avez parlé de l'ASONEL. L'ASONEL a des problèmes, pas parce qu'elle n'est pas compétente ou j'ai oublié la nouvelle groupe qui a le SONEL, est que il y a un problème que le sous-investissement dans le secteur de l'énergie, pas uniquement au Cameroun, mais dans l'Afrique entière, fait que souvent c'est difficile. Le mode de consommation a changé. Le gouvernement n'a pas beaucoup investi. Ce n'est pas un problème uniquement au Cameroun, mais c'est un problème qu'on voit dans beaucoup des États africains. Et pour revenir maintenant sur le problème de réduction de train de vie de l'État, le gouvernement camerounais fait une grande contradiction que je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de faire une réduction d'État et vous avez 65 ministères. C'est un peu contradictoire. On verra si ils veulent faire, ça veut dire diminuer le nombre des ministères. À titre comparatif, vous avez un pays qui est la plus grande économie africaine que le Nigeria. Elle a seulement 36 ministères, 36 ministres, pour combien de ministres, je ne sais pas. Donc vous voyez que, regarde, ils sont le numéro 1, ils sont 36, ils ont seulement 36 ministres. Vous êtes 17e ou 18e, vous avez 65. Il y a une contradiction quelque part. Il y a une contradiction quelque part. Alors je voudrais, avant qu'on ne sorte avec vous, M. Isaac Saber, reparler un peu de ce train de vie pour ce qui est dans des Sud-Africains. Alors les fêtes vont passer comme ils en ont l'habitude. L'État a quand même décidé de mettre un peu l'œil sur ces dépenses inutiles qui pourraient quand même permettre à l'économie sud-africaine de se remettre. Alors vous trouvez ça comme étant une bonne idée? Le gouvernement sud-africain a plus qu'intérêt à ce que cela soit fait. Bon, le problème, c'est qu'en Afrique, on aime faire la fête. Il y a un problème, on aime faire la fête. Et quand vous touchez la sensibilité des personnes, à ce niveau-là, ça peut poser problème. C'est-à-dire que l'idée n'est pas mauvaise en soi. Surtout que cet engagement-là est pris pour résoudre un problème. C'est encore pour le bien des Sud-Africains. Je pense que c'est également ce qui est fait dans ce pays, même si quelques difficultés se présentent toujours. Nous allons parler à présent avec Elie Smith de la France qui voudrait mettre en place une coalition pour éradiquer l'organisation État islamique en Iran et en Syrie. Et depuis ce matin, François Hollande a commencé déjà à bombarder certaines positions de l'organisation État islamique sans avoir eu à rencontrer les États-Unis, la Russie et voire même l'Allemagne. Alors est-ce que vous ne pensez pas que c'est encore une autre volonté de la France de s'affirmer, de prendre le devant sans véritablement avoir
les moyens de sa politique? La grande question à votre question, ou la réponse est que, je vous réponds par une question, est-ce que la France, avec le choix, vous savez que c'est les hommes politiques, après avoir subi ce qu'ils ont subi vendredi 13 novembre, il fallait montrer une attitude de fermeté. D'ailleurs, même je pense que ça n'a rien à voir, c'est un peu une certaine boutade. Peut-être François Hollande et son Premier ministre aimeraient qu'il y ait beaucoup d'attentats parce que ça a permis qu'ils montent dans le sondage. Mais la réalité maintenant, si on regarde les choses d'une manière crue, est que la France est en train de tomber dans un piège tendu par Aboubacar al-Baghdadi. Aboubacar al-Baghdadi a un désir, une confrontation civilisationnelle entre entre l'islam et le judéo-christianisme. Est-ce que la France aura les moyens de sa politique? C'est non. Voilà la raison pour laquelle la France a donc décidé maintenant d'aller chez ceux qui peuvent l'aider. Ça veut dire le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et puis les États-Unis. Est-ce que ces deux pays vont-ils accepter? La réalité est que c'est un peu difficile. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, il faudra que ça passe par le Parlement britannique pour que la Grande-Bretagne entre en guerre. Est-ce qu'ils vont entrer en guerre seulement en bombardant par voie aérienne? Je crois qu'en bombardant par voie aérienne, les rebelles ou les gens de l'État islamique vont se terrer et attendre. La solution, c'est de mettre les hommes sur le terrain et je ne pense pas que la Grande-Bretagne peut accepter. Maintenant, ce qui concerne Washington, est-ce qu'aux États-Unis, on va accepter? On trouve que, je pense que c'est non. Ce que Washington peut faire, quoi, Barack Obama l'a déjà dit, c'est d'aider la France avec la logistique. Mais aider la France avec la logistique, ça veut dire que uniquement bombarder. Est-ce que la France serait prête à amener les troupes au Moyen-Orient, en Syrie? Je pense que non. La France n'en a pas les moyens, vu que les troupes françaises sont déjà engagées dans beaucoup de pays, le Mali, la République centrafricaine, le Niger et d'autres conflits qui sont en Afrique. Donc la France n'aura pas les moyens de sa politique, mais il faudra le soutien de Grande-Bretagne et des États-Unis. Et aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les gens ne sont plus disposés à faire la guerre. 10 ans de guerre en Irak et en Afghanistan ont sapé le moral des Américains et des Britanniques. Et puis la guerre aussi fragilise l'économie. Vous devez savoir que, par exemple, l'économie américaine était un peu au bord de la récession pendant les règnes de Bush. C'est quand Barack Obama est venu que cette économie a pris le poil de la bête. Rentrer dans une guerre longue comme ça va créer des problèmes. Et autre chose, c'est la vision du Moyen-Orient qui est différente entre la Russie et les États-Unis. Donc, M. Hollande a deux rôles. Peut-être de convaincre Barack Obama et la Grande-Bretagne d'avoir une unicité de front face au groupe de Daesh et aussi accepter, convaincre la Russie de lâcher leur poulain qui est Bachar al-Assad, et ça c'est très difficile et ça serait très difficile pour Hollande. Patrick Kissandre, bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir à Elie, bonsoir à nos téléspectateurs pour cette première de la soirée de l'info. La première soirée de l'info, et nous parlons bien évidemment de cette France qui voudrait mettre en place une coalition pour éradiquer l'organisation État islamique. Mais on se rend compte que pendant qu'elle va chercher du soutien, elle a commencé à frapper en Syrie et en Irak. Ben écoutez, c'est assez paradoxal. Le moins ce que l'on puisse dire, c'est que dans cette situation, la France a quand même mis la charrue avant les bœufs. Et aujourd'hui, il est question peut-être de redresser la barre, de remettre les choses dans l'ordre. C'est une, on va dire, une confrontation qui ne va peut-être pas se passer dans une célérité. C'est un conflit de longue haleine. Et le danger, c'est que c'est un conflit qui mène à la fois des considérations idéologiques, n'est-ce pas, et aussi des élans, des relents, on peut même le dire ainsi, confessionnels. Et dans cette situation-là, la France a bien évidemment besoin de se sentir soutenue. Quand on sait que la France en elle-même déjà sur le plan économique connaît de sérieux problèmes et que toute guerre coûte son pesant en termes de financement, donc dans une situation comme celle-là, la France ne peut pas s'engager de manière durable et efficace dans le combat contre Daesh si elle n'a pas le soutien de ses alliés traditionnels. Et on avait souvent vu une France qui suivait quelquefois dans son temps le gendarme du monde qui était les États-Unis.
on a eu l'impression dans cette bataille finalement que la France avait pris les devants. Et aujourd'hui, le contrepoids, surtout quant à la considération de la position de Bachar al-Assad, est assez important. On sait que la France a pris des positions assez radicales quand même et extrêmes contre le pouvoir de Damas. Et aujourd'hui, il s'avère être difficile d'imaginer un succès contre l'État islamique sans prendre en compte la participation du pouvoir de Damas. Et c'est d'ailleurs la position que la Russie a soutenue pendant longtemps. Donc le périple qu'engage aujourd'hui François Hollande vise certainement à avoir le soutien de ses alliés, mais aussi de reconnaître, même de manière implicite, l'importance et le rôle que devra finalement jouer Bachar al-Assad dans cette guerre-là. Parce que se rapprocher de la Russie, essayer de trouver un terrain d'entente avec la Russie, signifie que de manière implicite, la France reconnaît le rôle finalement de la Syrie dans cette situation. Et on a d'ailleurs vu du côté des républicains aux États-Unis qui sont traditionnellement les va-t-en-guerre, on a vu déjà le tollé que cela soulève. On a vu l'ancien candidat à la présidence du côté des États-Unis, John McCain, qui a d'ailleurs fait une sortie dans un long entretien accordé à des confrères français, se prononcer contre cette tentative de rapprochement, ou bien ce rapprochement qui se sent de plus en plus entre la France et Vladimir Poutine, et donc forcément Bachar al-Assad. Donc, les données ont changé et il me semble que les attentats perpétrés le 13 novembre dernier à Paris ont permis d'accélérer aussi cette situation-là. Et aujourd'hui, donc, la France est dans l'obligation de prendre en compte la position de Damas. Et cette position qui est défendue, bien évidemment, par la Russie. Alors, ce jour, François Hollande a reçu le chef du gouvernement britannique à l'Élysée. David Cameron dit, je suis d'accord de vous apporter mon soutien, mais il faudrait d'abord l'aval du Parlement. Alors, ça dit que ça sera la même logique un peu partout. Non, c'est clair. Vous savez, ils sont rares les pays, peut-être chez nous ici en Afrique, on le fait comme ça, où on envoie des troupes sur le front sans avoir une concertation tout au moins populaire ou bien des représentants du peuple. Ça ne se passe pas comme ça. Vous envoyez, c'est des familles, c'est des contingents, c'est l'armée nationale. Il faut bien que le peuple se prononce, tout au moins c'est les représentants du peuple. Et quand on sait que l'Angleterre vit quand même un régime parlementaire à outrance, vous n'allez pas vous imaginer que le chef de l'exécutif, qui lui-même a son statut de patron de l'exécutif, par le biais de ce Parlement, prendre une décision si le Parlement n'est pas tout à fait d'accord. Et quand on sait aussi les positions tranchées que ces différents peuples-là ont, notamment en Angleterre et aux États-Unis, ou quand même les séquelles des précédentes guerres, les engagements en Afghanistan, en Irak et autres, laissent encore des séquelles et rappellent même au mauvais souvenir des périodes comme celles qu'on a connues, notamment au Vietnam, aux États-Unis. Vous savez, psychologiquement, c'est des générations et des générations qui sont marquées. Et ces générations-là, aujourd'hui, sont pour la plupart celles qui décident, que ce soit au Congrès, n'est-ce pas, que ce soit dans en tout cas les deux chambres des États-Unis. Donc, vous devez pouvoir comprendre que ici, on va d'abord consulter le peuple ou ses représentants avant de prendre une pareille décision. On a vu souvent le président Barack Obama, dans une envolée, tenter de convaincre, n'est-ce pas, les chambres des représentants, parce que là-bas, on est obligé de passer par ces représentants-là pour engager le pays dans un champ de bataille. Et deuxièmement, ça coûte aux contribuables. Pour envoyer des troupes, il faut bien savoir ce que ça va coûter. Dans des conditions de récession, bien des conditions drastiques économiques telles que le monde le connaît aujourd'hui, on a des problèmes déjà pour juguler ça sur le plan interne. Et ensuite, il y a des échéances électorales. Personne ne veut prendre le risque d'aller se mouiller alors qu'il faut déjà sauver sa peau en interne. Alors, c'est une coalition, c'est bien. Patrick Christian Doré parlait tout à l'heure des dépenses liées à la guerre. Alors, une coalition, ça dit que j'apporte mon avion, tel me donne sa bombe, etc. Mais à la fin, qui paye? À la fin, qui paye, je crois que Christian Doré a un peu répondu. C'est par exemple, ce sont les États qui payent. Et ces États dans les pays sérieux, même chez nous, hein, c'est les contribuables individuels. En ce qui concerne, par exemple, un pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, c'est les vraies démocraties. Même les dictatures éclairées comme l'Union soviétique, ou la Russie, pardon, c'est aussi le gouvernement qui paye. Et il faut savoir dans cette coalition-là pourquoi les positions divergent. C'est que d'un côté, par exemple, la Russie pense que
Bachar al-Assad n'est pas victime d'une révolution, mais d'une rébellion ourdie par les États-Unis, par l'entremise de ces potentats ou de ces pays satellites là-bas qui sont le Qatar et l'Arabie Saoudite et la Turquie. Voilà ce qu'ils pensent. Et puis les Russes aussi ont un autre problème. Ils ont été victimes d'un certain, entre guillemets, chantage ou pression des Occidentaux en ce qui concerne l'Ukraine et puis, par exemple, l'occupation de la Crimée. Que l'histoire est quelque chose qui est tellement... quand tu parles de l'histoire, c'est juste. La Crimée a toujours appartenu à la Russie jusqu'en 1945, quand Staline a décidé de donner ça à l'Ukraine. Donc, la Russie est redevenue sur ce qu'elle appartient. Donc, il y a tellement de choses qui sont passées. Il vit des sanctions. Donc, maintenant, si cette coalition se fait, il faut d'abord s'entendre. Vous voyez, il a parlé de M. McCain, qui est contre le rapprochement de Paris et la position de Poutine. Et maintenant, sur le sol, parce que c'est très facile, on va accepter. Mais qui va mettre les troupes sur le terrain? Est-ce qu'on va obliger d'utiliser Bachar al-Assad? Ça serait vraiment un aveu de chèque complètement pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Parce que rappelez-vous, même en France, il y a deux positions. Il y a par exemple le ministère des Affaires étrangères qui pense que Bachar, c'est un démon, il faut qu'il parte. Et à Washington, il y a trois camps. Il y a le département d'État, la Maison-Blanche et le Pentagone qui ont trois visions différentes. Donc maintenant, qui paye? C'est les contribuables. Maintenant, en dehors de ceux qui payent, qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce que tu me donnes et qu'est-ce que je te donne? Voilà ce qu'il est. Parce que accepter que c'est Bachar al-Assad qui descend sur le terrain, c'est là où je rejoins Christian Dobo. Cette guerre confessionnelle qui est toujours déjà là entre les chiites et les sunnites va se faire. Ça veut dire c'est un aveu de chèque pour les sunnites. Et une victoire pour qui? Pour les chiites. Et qui? Le grand Satan ou le grand Dieu pour les autres, ça dépend de qui? Pour l'Iran. Et donc voilà un peu ce qui va se passer. Ce ne serait pas très facile. Alors par rapport à ces attaques du 13 novembre, ces attaques simultanées de Paris qui ont laissé sur le carreau 130 morts et plus de 300 blessés, il y a également que la France aujourd'hui a peur. Elle frappe en Syrie et en Irak. Et les djihadistes ont décidé, n'est-ce pas, de battre retraite en Libye. Et là, le ministre français de la Défense ne souhaite pas que cela puisse se passer et il se bat pour que les deux factions rivales puissent quand même s'accorder sur un certain nombre de points et organiser ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est possible, cette autre équation? Ça serait un peu très difficile. C'est entre comment le général Hafner va accepter de dialoguer avec ceux qu'il a présentés comme des rebelles. Et ces rebelles aussi, c'est ça la contradiction des pays occidentaux. Ceux qui financent la rébellion ou l'État islamique qui est maintenant en Afrique, qui est en Libye, c'est qui? C'est le Qatar. Donc, et ce Qatar, c'est qui? C'est le grand acheteur des avions de guerre de tous les Occidentaux. La preuve même pour montrer comment les Occidentaux sont hypocrites, si la Coupe du Monde aujourd'hui serait au Qatar, nous savons un peu tout le rôle que Nicolas Sarkozy a joué. Donc eux-mêmes sont un peu dans quelque chose qui sont englués, qui c'est un peu difficile. C'est comme tu as créé ton monstre et... Ton monstre te dévore. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ici une fois que il y a un proverbe africain qui dit que le chien que tu nourris va un jour devenir te mordre. Donc, ils ont créé un monstre. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale en Libye. Et la Libye est déjà vraiment découpée. Ils ont un programme pour revoir, redessiner la Libye. Et comme ils veulent faire aussi, redessiner les frontières du Moyen-Orient dans la Libye. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Kurdes? Qu'est-ce qu'on fera avec les chiites? Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Donc, je ne sais pas comment la France va faire ou les Occidentaux. Alors, Jean-Yves Le Drian voudrait bien évidemment exhorter les deux factions rivales à s'entendre pour former un gouvernement d'union nationale pour mettre un terme, évidemment, à cette avancée, à ce repli. Hein, on peut dire des djihadistes, on parle de 4 000 à 5 000 jeunes qui sont déterminés et à poursuivre ces attentats un peu partout. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de réussir une telle médiation? Ben écoutez, on a envie de rêver un peu. Si la France peut elle-même mettre un terme, on va dire, au chaos qu'elle a sémé en Libye, ce serait une bonne chose. C'est quand même assez regrettable. On reviendrait 2-3 ans en avant
on se demande si c'est la même France qui balançait les armes du haut du ciel de la Libye aux rebelles, si c'est cette France-là qui est aujourd'hui aux abois, en train de vouloir remettre les choses dans l'ordre. Mais bon Dieu, on a envie de se poser des questions. Par quelle alchimie la France espère pouvoir aujourd'hui ramener toutes ces fractions? Il n'y en a même pas que deux. Peut-être officiellement on parle de deux, mais la Libye est devenue un champ dans lequel foisonnent des groupuscules armés et pratiquement chacun se fait justice dans le territoire qu'il a occupé. Et vous allez vous rendre compte que même les États-Unis, du haut de la puissance et de la protection qu'on offre souvent aux chancelleries du côté des États-Unis, les États-Unis ont dû mordre la poussière avec à la clé quand même un diplomate qui a été assassiné avec quelques autres collègues, ce qui a d'ailleurs valu à Hillary Clinton un passage musclé en termes d'interrogatoire, n'est-ce pas, devant le Congrès, même si quelques-uns y voyaient des tentatives de finalement saper son moral dans sa quête et sa course vers la Maison-Blanche. Mais toujours est-il que les États-Unis ont fait les frais de ce désordre-là. Vous n'allez pas effacer dans la mémoire collective ces armes qui étaient distribuées du côté de la Libye. Vous n'allez pas effacer la descente de Sarkozy avec son homologue Cameroun du côté de la Libye, finalement clamer leur joie d'avoir vu les rebelles venir à bout de Kadhafi et d'avoir vu un Tripoli qui semblait avoir finalement la manifestation d'une joie dans une espèce de montage qu'on avait quand même vu en Mondiovision. Et c'est assez regrettable aujourd'hui de se rendre compte qu'on est en train de larmoyer sur une situation qui a été fabriquée et montée de toutes pièces par cette même communauté internationale. Donc, si c'est faisable, tant mieux. Et je vais vous dire, la Libye est un vaste territoire qui est devenu aujourd'hui un champ d'expression par excellence de ces djihadistes. D'abord parce que les armes qu'on va reconnaître assez consistantes que le régime de Kadhafi avait ont été, on va dire comme ça, là, distillées dans l'atmosphère. Nous en payons les frais aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Le Mali, je ne vais pas vous rappeler ce qui s'y est déroulé il y a encore 24 heures. C'est une zone sahélienne qui aujourd'hui souffre de cette instabilité de la Libye. Et quand on sait maintenant que les connexions s'établissent entre ces djihadistes qui viennent de la Syrie et qui entendent trouver dans la Libye ce terreau fertile, ce terrain propice où il y aura peut-être moins de frappes que celles que la Russie et la France font du côté de la Syrie. Et effectivement, si rien n'est fait, ce sera très dramatique. Donc il est question pour la France d'essayer peut-être de recommencer à composer le puzzle qu'elle a elle-même détruit avec ses alliés. Donc c'est de bonne guerre que le président François Hollande commence à faire le porte-à-porte sur ces mêmes alliés-là pour qu'ensemble, ils reconstituent ce qu'ils ont détruit. Il sera donc demain avec Barack Obama, mercredi avec Angela Merkel, la chancelière allemande, jeudi avec Vladimir Poutine, pour essayer donc de mettre en place cette coalition, mais surtout parler de cette conférence internationale sur le climat qui démarre le 30 novembre et dont la France y tient véritablement, parce que si ces chefs d'État et de gouvernement ne sont pas là, ça sera un fiasco et une victoire pour Daesh. Alors, je voulais qu'on parle de ce scandale au Vatican, Elie Smith, avant de donner la parole à Patrick Christian Dobor, ces religieux qui ont voulu faire la volonté du pape en diffusant certaines informations importantes et aujourd'hui doivent donc répondre leurs actes devant la justice du Saint-Siège. Alors, comment analysez-vous ces situations qui se déroulent, ce scandale où on dit que tout le monde, c'est comme le Saint-Siège, oui. Un lieu saint. Exactement. Bon, je ne sais pas si vous êtes sarcastique en disant qu'ils ont voulu divulguer l'information du pape. Non, le pape a nommé une dame là, Madame Francesca, qui travaillait à la mairie, et un certain évêque Angelo, pour des réformes nécessaires. Parce que le pape est venu, vous voyez, c'est un pape qui vient de l'Amérique du Sud, qui connaît un peu la pauvreté. Donc, il a voulu transmettre ce qu'il a amené l'Amérique latine, faire des réformes. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a les papes là, il y a les évêques là-bas qui aiment manger du caviar. Donc, maintenant, je crois que ces réformes n'ont pas eu lieu comme il a voulu. Donc, il y a des journalistes qui ont écrit un livre, c'est en anglais, Merchants in the Temple, les marchands du temple. Un peu ce que
Jésus-Christ avait dénoncé à l'époque les gens qui vendaient dans les temples. Donc là, le pape est fâché. On a donc décidé de les porter plainte. Ce n'est pas la première fois qu'un livre sort comme ça. Hein. Il y a eu en 2013, lors de la papauté, c'est ça qu'on dit, si je ne me trompe pas, de Bénédicte. Et on avait, oui, on a Benoît XVI, Benoît XVI, et on appelle ça, c'était Vatilix. Maintenant, c'est Vatilix II. Donc, qui a scandalisé. Je pense que c'est les velléités de réforme du pape François que je pense que, entre guillemets, il y a des résistances. Mais je pense que c'est le rôle des journalistes de dénoncer et de mettre en nu les choses que les gens que nous respectons font. Parce qu'on ne comprend pas qu'un pape, ou non, un prêtre ou un évêque va habiter dans une maison où il paye 800 000 euros, les choses comme ça, qui vit d'une manière ostentatoire et veut que les croyants vivent dans la misère. Alors, Patrick Christian, d'abord, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Le Vatican éclaboussé, c'est l'Église catholique qui est éclaboussée. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas si c'est l'Église catholique qui est éclaboussée. Avant de revenir sur un ou deux détails, n'est-ce pas, liés à cette affaire, je vais quand même vous dire, Louis Roger, qu'il faut surtout prendre chaque actualité ou scandale, entre guillemets, qui apparaissent venant du pape, comme étant parfois des tentatives aussi de déstabilisation ou bien d'enfoncer le clou face à des attentes qu'on a souvent espérées en termes de position de l'Église. Vous allez voir, chaque fois qu'il y a le débat, soit sur l'homosexualité, soit sur la condition des prêtres, soit sur un certain nombre de reconsidérations des positions de l'Église face au mouvement ou à l'évolution de la société, comme certains détracteurs le disent, chaque fois que les positions de l'Église sont fermes, vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a un dossier qui est sorti, balancé dans la presse. On en a eu des scandales autour de la considération sur le préservatif et bien d'autres. De toutes les manières, l'Église a toujours dit, en tout cas en ce qui concerne l'Église catholique, qu'elle a ses positions. Elle ne condamne forcément pas les positions des autres, parce que c'est des humains, c'est peut-être les faits qu'elle condamne. Et dans ce cas d'espèce, j'aime bien vous dire, Louis Roger, que la réforme de la curie romaine que le pape François a entamée est une réforme qui vivait à la fois un besoin de clarté, mais aussi un besoin de respect de l'orthodoxie dans la règle de l'art établie. Je vais vous dire que c'est la seule organisation qui a franchi le millénaire, qui est au-delà de 2000 ans aujourd'hui. Si l'Église n'avait pas cette discrétion, cette réserve et même cette capacité de prendre les choses avec du tact et de la patience, elle n'aurait pas résisté. Je vous assure que même de l'intérieur, elle a souvent été voulue, elle a tenté d'être détruite par ses propres cardinaux et autres princes. En fait, c'est l'Église qui est sainte, pas les hommes qui y sont, qu'ils soient prêtres, diacres et ainsi de suite. C'est les humains, et avec forcément des tas qui peuvent leur être reprochés. Dans le cas de cette histoire, il me semble que le pape a effectivement la volonté de vouloir mettre un certain nombre de choses à plat. Ça n'est pas que pour les finances, même dans la pastorale, dans la reconsidération. On dit du pape François que c'est un pape qui ramène l'Église à sa plus simple expression, c'est-à-dire le service et la charité. On en parlait encore il y a quelques jours. Il est question pour, on va dire, les têtes de proue de l'Église de se mettre au service des fidèles et au service de l'Évangile. Ça, c'est la mission principale de l'Église. Maintenant, il y a quand même trahison. Parce que ici, je vous appelle du haut de votre expertise en consultation, c'est à moi que vous devez le rapport de l'expertise pour laquelle je vous ai mandaté. Et nous signons des conventions et des clauses. Maintenant, si vous vous en servez pour vous faire de l'argent sur le crime que vous dénoncez comme étant un crime qui se fait de l'argent sur le dos des autres, ça veut dire que vous êtes doublement fautif par rapport à cette situation-là. Donc, il me semble que la posture aujourd'hui de ces personnes qui ont sorti ces livres-là, c'est ce qui leur est reproché. Beaucoup plus que le contenu, c'est le manque de loyauté de quelqu'un qui vous a ouvert ses vannes, qui veut de vous recevoir un rapport franc, et vous vous en servez pour faire de la manipulation et du chantage. Et c'est de ça qu'il s'agit. Merci, monsieur, pour cette première soirée de l'information. On espère bien évidemment que nos téléspectateurs vont prendre et noter le rendez-vous désormais tous les soirs sur cette même antenne pour essayer de revenir sur certains faits d'actualité de la journée. Merci, nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas, c'est Canal d'Info.